J'aimerais savoir pourquoi, malgré des drames fortement médiatisés ces dernières années, pourquoi la maltraitance des enfants reste un sujet tabou et mal connu en France. Alors d'abord parce que c'est insupportable à imaginer. Et si ça reste cantonné au rayon des faits divers, c'est parce que c'est beaucoup plus rassurant de voir des anecdotes isolées que de voir un vaste problème de société et un vaste problème de santé publique. Ensuite, perdurent en France des notions comme le dogme de la famille naturellement bonne. Toutes les familles seraient forcément de bonnes familles et tous les enfants seraient mieux qu'ailleurs chez leurs parents. Et il y a aussi en France une véritable horreur de l'intrusion dans la vie privée. C'est assez difficile, par exemple, pour la protection maternelle et infantile, de faire des visites à domicile pour évaluer des situations. Les gens le supportent très mal, alors que ça se passe très bien dans d'autres pays comme l'Angleterre. Et ça a toujours été le cas dans l'histoire? Ça a toujours été le cas dans l'histoire. En 1860, Ambroise Tardieu, qui était le chef, enfin qui avait la chaire de médecine légale de l'Université de Paris, a fait un travail sur les sévices à enfants dont personne n'a voulu entendre parler, personne n'a voulu entendre que c'était fréquent et que les auteurs étaient généralement les parents. Et pourquoi est-il si difficile d'établir des chiffres précis de la maltraitance en France? Alors c'est difficile d'abord parce qu'il y a des problèmes de définition. Si on veut donner des chiffres, c'est des chiffres de quoi? C'est relativement facile, je dis bien relativement, d'identifier des agressions physiques ou sexuelles. C'est beaucoup plus impalpable que ce qu'on cite fréquemment, c'est-à-dire les humiliations répétées ou les carences affectives qui sont pourtant destructrices pour un enfant. D'autre part, les sources d'information sont multiples et il faudrait pouvoir mettre ensemble toutes les données de la justice, du social et du secteur de santé sans manque et sans doublon. Donc, on manque cruellement de chiffres. Il est vrai qu'on n'a pas beaucoup essayé d'en collecter. On a des chiffres sur la mortalité. On a des chiffres sur les homicides à tout âge. Et on sait que la tranche d'âge où on meurt le plus d'homicides de tous les âges de la vie, y compris chez l'adulte, c'est la première année de la vie. J'ai fait moi une étude qui montre que, alors que les statistiques officielles de mortalité pour la période en question donnaient 17 homicides d'enfants de moins de 1 an en moyenne par an, moi j'en trouvais 255. Donc vous voyez le hiatus gigantesque qu'il y a entre les 17 et les 255, ce qui explique par des extrapolations qui ne sont pas fantaisistes, qui sont peut-être un peu hasardeuses mais pas fantaisistes, qu'on entende régulièrement citer le chiffre de 1 à 2 enfants de moins de 15 ans par jour meurent sous les coups de ses parents. Les oubliés, enfants maltraités en France et par la France, un ouvrage dans lequel vous citez de nombreux cas très précis où devant des bébés présentant des symptômes évidents de maltraitance, des médecins ont été incapables, par manque de formation, de diagnostiquer la cause réelle de ces symptômes. Tout à fait. Il y a un cruel manque de formation sur la maltraitance au cours des études médicales. J'ai fait les miennes il y a longtemps et en plus je suis pédiatre, donc j'aurais dû être formée sur la maltraitance, je ne l'ai pas été du tout. Et je constate avec tristesse que les jeunes qui sont formés maintenant ont à peine plus d'heures de cours que je n'en ai eu sur le sujet. Alors ça, c'est la formation des médecins généralistes et pédiatres généralistes aussi. Il y a en plus un gros problème de médecine légale pédiatrique en France. Il n'y a pratiquement pas de légiste d'enfants et c'est responsable de toutes sortes d'erreurs d'interprétation. Il faut quand même ajouter quelque chose, c'est qu'en raison de ce qu'on citait au tout début de cet entretien, c'est-à-dire ce refus de voir la réalité, très souvent, un médecin seul ne voit pas la maltraitance. Il ne la voit pas et il vaut beaucoup mieux être deux pour s'apercevoir qu'il y a quelque chose, pour discuter, pour émettre des hypothèses. D'autre part, les parents maltraitants sont très souvent atteints de nomadisme médical. Ils vont amener leur enfant une fois pour une fracture quelque part, une fois pour une brûlure dans un hôpital, une autre fois pour des ecchymoses dans un dispensaire. Il faut arriver à rassembler le tableau et on ne peut pas toujours. Et y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles les médecins hésiteraient à signaler? Bien sûr. Alors, outre ce qu'un auteur américain a appelé l'aversion de voir, et le fait qu'ils peuvent ne pas faire le diagnostic, il y a le fait de se lancer dans des procédures administratives que les médecins n'aiment pas, on le sait, les médecins n'aiment pas les procédures administratives.
Et il faut bien là distinguer deux situations complètement différentes, celle du médecin libéral isolé qui exerce dans la solitude de son cabinet et celle du médecin hospitalier qui, lui, bien entendu, a derrière lui un directeur d'hôpital, un service social, une psychologue, des confrères avec lesquels il peut discuter. Donc on ne peut pas du tout juger de la même manière leur attitude. Alors pour ce qui est des médecins isolés, on ne saurait trop leur donner le conseil d'envoyer l'enfant à l'hôpital à un collègue qu'ils connaissent sous un prétexte fallacieux, passer un coup de fil et dire « je t'envoie le petit untel qui a une otite », mais ce n'est pas une otite, en fait, je crains que, etc. etc. Et d'autre part, bien souvent, ils sont animés par deux choses, qui sont la peur du signalement abusif. Votre avocate nous a expliqué qu'il n'y avait pas matière à avoir peur du signalement abusif. Et souvent, ils ont peur aussi, quand ce n'est pas le premier enfant dans une famille et qu'ils connaissent bien la famille, de nuire aux autres enfants avec lesquels il n'y a jamais eu de problème. L'éducation nationale est la première source de signalement d'enfants à la justice. Selon vous, comment faire pour que les signalements augmentent du côté des médecins? Que reste-t-il à faire? Alors d'abord, mieux les former, effectivement, mieux leur faire prendre conscience qu'ils sont dans une situation où ils doivent réellement faire quelque chose, mais aussi faire un effort pour les impliquer. Lorsque l'Observatoire national de l'enfance en danger a été créé en 2004, il n'a pas fait du tout de démarche en direction du secteur de santé, alors qu'il aurait été nécessaire d'aller voir l'ordre des médecins, d'aller à la direction des hôpitaux, de rencontrer les médecins de PMI pour pouvoir les impliquer à la fois dans le recueil d'informations, dans le signalement et dans la prévention.